Coucou tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de cette semaine, un format alternatif à Temaki qui fait office de revue de presse du Japon et de l'Asie. En effet, j'ai fait le constat il y a maintenant un petit moment que l'accès aux nouvelles asiatiques était restreint, que ce soit dans nos médias ou sur le web français, surtout pour les non-anglophones. Le but ici est de vous tenir au courant de l'actualité et des événements liés de près ou de loin avec ce côté du globe, semaine après semaine, afin de ne pas vous larguer. Le format est pensé pour être plus court et moins scénarisé, histoire de ne pas devenir trop lourd sur le planning. Par conséquent, hop, on se dépêche. Au sommaire de cette première émission, Hideo Kojima parle de son départ de Konami, la parade des 100 démons effraie les touristes à Kyoto et des billets pour la Corée à moins de 10 balles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Société, le typhon Agibis souligne la nécessité d'alertes multilingues en cas de catastrophe au Japon. Le système d'alerte japonais mettant en garde contre le typhon Agibis a laissé de nombreux étrangers perplexes quant à savoir s'ils doivent évacuer ou non, soulignant ainsi le besoin d'avoir des services multilingues. Le typhon a fait plus de 80 morts et ses pluies diluviennes ont provoqué l'effondrement de nombreuses digues, inondant des dizaines de milliers de maisons et de vastes étendues de terres agricoles. Certains étrangers ont contacté le centre d'assistance multilingue de Sendai, géré par une association touristique qui fournit des informations en anglais, chinois, coréen et japonais simplifié lors de catastrophes naturelles. Mais le centre a rétorqué qu'il ne pouvait pas pleinement répondre à une situation en constante évolution alors. Nous voulons que le gouvernement crée un système permettant de fournir de telles informations rapidement, a déclaré un responsable du centre. De nombreuses autres villes ne disposent pas de telles infrastructures en cas de catastrophe, ce qui signifie que les non-japonais vivant dans ces régions ne savaient probablement même pas où se renseigner. Certaines municipalités ignorent que les étrangers en cas de catastrophe sont des personnes dans le besoin, a mentionné Kaori Fujinami du Conseil des pouvoirs locaux pour les relations internationales, exhortant les préfectures à se préparer à l'avance. Malgré tout, un effort sur les réseaux sociaux et notamment Instagram a pu être constaté. En effet, nombreuses étaient les pages destinées aux étrangers telles que Gaijin Pot qui ont expliqué comment obtenir des informations en anglais via la télévision japonaise ou autres tips bien utiles. Tourisme. Kyoto, Gion interdit les photos sur des routes privées et une amende de 10 000 yens aux contrevenants. Depuis des années, Kyoto mène une dure bataille contre les millions de touristes qui affluent chaque année pour voir cette capsule temporelle en mode Japon traditionnel qu'est le quartier de Gion. Et bien que la ville ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour indiquer aux touristes étrangers les bonnes attitudes à observer dans ce quartier ancestral de l'ancienne capitale, les municipaux ont en grande partie échoué. Gion, c'est le quartier tradit de Kyoto, là où on voit d'anciennes maisons et surtout l'objet du désir de nombreux objectifs, les geishas et autres maiko. Et c'est bien là le problème, les touristes voient très souvent ces dames comme des objets à clichés et rien d'autre, allant même jusqu'à rentrer sur des propriétés privées et les arrêter telles des poupées inanimées pour les forcer à prendre des photos, oubliant que sous le maquillage, il y a un être humain comme eux. Ainsi, depuis le 25 de ce mois-ci, une association composée d'habitants et de commerçants a interdit les photographies sur certaines routes privées de Gion et ont mis en place une contravention de 10 000 yens, soit 90 € environ, aux contrevenants. Le débat fait déjà rage auprès des Japonais sur les réseaux sociaux, entre ceux qui se disent tristes de voir que certains ne savent pas se tenir en société et d'autres qui pensent que certains touristes ne vont voir cette amende que comme une redevance leur permettant de photographier n'importe quoi, n'importe comment et malheureusement n'importe où. Culture Hyakki-Hagyo, le défilé nocturne des 100 démons effraie les touristes à Kyoto. Alors qu'Halloween à Shibuya pourrait attirer beaucoup d'attention en raison de ses foules massives, Kyoto a un défilé annuel de yokai qui ressemble assurément à un plaisir fantasmagorique. Il existe une riche tradition de folklore et de récits liés aux yokai au Japon, ces fantômes, esprits et démons typiquement japonais apparaissant dans des récits qui font frissonner depuis des siècles les nippons. Dans une zone de Kyoto, on pense que la présence de ces êtres maléfiques est si commune qu'un défilé est organisé chaque année pour les empêcher de ravager la ville. Appelé Hyakki-Hagyo ou défilé nocturne des 100 démons, ce festival a lieu dans le nord de la ville, dans la rue commerçante Taishogun, également connue sous le nom de rue Ichijo Yokai. La rue porte ce nom car il est coutume de croire qu'elle est la frontière entre le monde des humains et le monde des esprits, et la légende veut qu'un tel défilé avec de vrais yokai cette fois-ci avait pris place ici même pendant la période de Heian, lorsque des habitants ont abandonné leurs antiquités sur le bord de la route après un grand nettoyage. On dit que ces vieilles antiquités étaient alors fâchées contre leurs humains de les avoir abandonnés, se transformant en yokai pour se venger au milieu de la nuit. Depuis, le fameux défilé est recréé chaque année le 3e samedi d'octobre, ce qui le rend parfaitement synchronisé pour la saison d'Halloween. Et bien que ce ne soit pas officiellement un événement d'Halloween, il contient tous les fantômes, démons et autres monstres que vous vous attendez à voir à cette époque de l'année, mais avec des costumes bien plus high level que celui de votre neveu de 8 ans acheté à Carrefour. À la fin de la soirée, la horde de créatures surnaturelles revient d'où elle était apparue et espérons-le, cette nuit en ville les rassaisira pour le reste de l'année jusqu'à leur prochaine apparition prévue le 17 octobre 2020. Cinéma, Michael Mann, réalisateur de Miami Vice, réalisera Tokyo Vice pour HBO Max. Michael Mann est sur le point d'ajouter un autre vice à son palmarès. Le cinéaste derrière Miami Vice dirigera l'épisode pilote de Tokyo Vice, une nouvelle série de HBO Max mettant en vedette Ansel Elgort et Ken Watanabe. La série
est basé sur le livre de fiction de Jake Edelstein, le seul journaliste américain à avoir été admis au club de presse de la police de Tokyo. Le drame montre la dérive quotidienne d'Edelstein dans les entrailles néonisées de la capitale où rien ni personne n'est vraiment ce qu'il semble. Il va se retrouver pendant 12 ans aux côtés des policiers et y découvrir la face sombre du Japon entre extorsion de fonds, meurtre, trafic d'êtres humains, corruption fiscale et bien entendu les Yakuza. La production de la série devrait commencer en février, quant au service de VOD HBO Max, il sera lancé en 2020. Passons au hashtag manga. Comme j'ai pu l'évoquer dans l'épisode 1 de Temaki, en ce moment au Japon il y a une exposition inédite sur Shingeki no Kyojin. Nommée sobrement Shingeki no Kyojin Final ou Attack on Titan Final Exhibition This is Your Story, elle prend place à Hirakata Park à Osaka du 21 septembre 2019 au 1er décembre 2019. Mais attention car il y a un hic. L'exposition est divisée en deux parties bien distinctes. En effet, en ce moment même il y a la First Exhibition qui débute bien le 21 mais jusqu'au 27 octobre seulement. Après quoi nous entrerons dans la Second Exhibition du 28 octobre jusqu'au 1er décembre. Bien que tout ne soit pas différent, il est bien précisé qu'une portion de l'expo sera distincte de l'autre. Les billets d'entrée sont de 1900 yens, soit un peu plus de 15 € si vous les prenez à l'avance, sinon il vous en coûtera 1 € de plus. Vu la qualité de l'animation, je me suis toujours refusé à lire le manga et je vous avoue être terrifié à l'idée de me faire spoil pendant ma visite. Mais c'est pour le bien de mes yeux et des vidéos que je pourrais éventuellement vous faire sur les réseaux sociaux, alors pensez à me suivre si ça vous botte. Seconde et dernière partie de ce hashtag manga, on va vite switcher vers les premiers clichés de deux adaptations du médium. Alors que Hayao Miyazaki vient de dire non à Hollywood, il a donné son feu vert pour une adaptation officielle kabuki de Nausicaa de la Vallée du Vent. Via Sports Hochi, voici un premier aperçu des acteurs Onoe Kikunosuke et Nakamura Shichinosuke. Il est intéressant de voir comment les costumes des personnages ont été modifiés pour cette version kabuki, notamment la tenue de l'héroïne. Cette représentation ne sera disponible que du 6 au 25 décembre à Tokyo, timing serré donc prenez vos tickets. Basculons maintenant sur quelque chose bien à la mode en ce moment, Kimetsu no Yaiba. Comme beaucoup d'animés, mangas et jeux vidéo nos jours, le manga de Koyoharu Gotoge va également avoir le droit à sa représentation au théâtre. La pièce mettra en vedette Ryota Kobayashi dans le rôle de Tanjiro, ainsi que Akari Takaishi dans le rôle de Nezuko. En ce qui concerne la musique, Shunsuke Wada, qui a fourni la partition pour le spectacle live Naruto, travaille également sur cette adaptation. La pièce sera présentée pour la première fois au Galaxy Theatre de Tokyo du 18 au 26 janvier 2020, et elle se rendra ensuite au théâtre Aya de Kobe du 31 janvier au 2 février. La prévente des billets commencera mi-novembre, mais uniquement pour les abonnés annuels du Shonen Jump. Jeux vidéo, Hideo Kojima évoque son départ de Konami et ses premiers tracas. En décembre 2015, Hideo Kojima a annoncé la création de son propre studio Kojima Production. Il avait alors passé un accord avec Sony, tout semblait si facile, mais l'était-ce vraiment? La réponse est non, répond l'intéressé dans une interview récente à Famitsu. C'était il y a 3 ans et 9 mois que je me suis mis à mon compte, a-t-il déclaré au magazine. À cette époque, j'avais 53 ans. C'est un âge auquel vous prenez votre retraite, non? Les membres de ma famille étaient également contre l'idée de créer un nouveau studio. J'étais un gars d'âge moyen, j'ai de 53 ans, je n'avais pas de budget ni rien, et tout ce que je disais aux gens, c'est que j'allais faire ce jeu à monde ouvert. D'accord, Kojima aurait pu avoir de l'argent, mais probablement pas assez pour financer le type de projet qu'il était habitué à faire. Selon lui, il y avait beaucoup de personnes qui émettaient des doutes quant au seul fait que le jeu soit bon. La raison était qu'il n'y avait pas eu un seul concepteur de jeu de renommée qui ait eu du succès après s'être mis à son compte. Quand Kojima a quitté Konami, je me souviens que de l'avis général, les gens étaient heureux, ils se disaient qu'Hideo allait enfin pouvoir créer un nouveau style de jeu, et compte tenu de la manière dont il avait été traité par Konami, les fans souhaitaient le voir réussir. Cela ne veut pas dire que la création de son propre studio était une promenade de santé, surtout au Japon, pays qui peut souvent compliquer des choses habituellement simples. Même quand je suis allé à la banque, je ne pouvais pas emprunter de l'argent, a-t-il poursuivi. Ils ont dit, nous savons que vous êtes renommé, mais vous n'avez aucun résultat réel. C'est le genre de pays que le Japon est. Il peut être assez difficile d'obtenir un prêt au Japon, surtout si vous ne travaillez pas pour une grande entreprise. Kojima était seul à ce moment-là, donc financer son studio afin de pouvoir obtenir des locaux et embaucher du personnel aurait peut-être été plus difficile que vous ne le pensiez. De plus, créer des jeux Metal Gear était coûteux et prenait beaucoup trop de temps. Ces jeux semblent toujours avoir mieux réussi en dehors du Japon, et tout cela pourrait expliquer alors les réticences des institutions financières. Mais alors, il y avait un banquier dans la plus grande banque du Japon qui était un de mes grands fans, et j'ai obtenu le financement. Vous l'aurez compris, même s'il avait du mal à obtenir un prêt, il reste toujours Hideo Kojima, ce qui aide. Pour donner confiance aux familles du personnel qu'il recrutait, Kojima souhaitait installer le studio dans un bel immeuble. Mais au Japon, le créateur n'est pas aussi célèbre que Hayao Miyazaki, ainsi de nombreux propriétaires, pas vraiment au fait de ses travaux, refusent de lui louer leurs locaux. Mais encore une fois, coup de peau, il tombe sur un fan qui lui loue les actuels bureaux de son studio. Il faut savoir que le système corporatif japonais isole les employés, ainsi des challenges comme l'obtention d'un prêt ou d'un crédit pour le bail de ses locaux ne sont pas des choses auxquelles Kojima est habitué. Mais face à ces défis, il n'a pas abandonné et a reconnu qu'il avait des opportunités en raison de sa carrière à Konami. La raison pour laquelle je suis qui je suis maintenant, c'est à cause des 30 années que j'ai passées à Konami. Je suis reconnaissant à Konami et je ne peux pas nier cette connexion. Ce n'est pas la première fois que Kojima remercie l'éditeur. Il semble qu'il ait non seulement accepté les déboires avec son ancien employeur, mais estime avoir tiré les leçons de cette expérience. Corée, la dernière publicité Uniqlo interdite à la télé. Dans une récente publicité d'Uniqlo, le mannequin Iris Apfel, âgé de 98 ans, s'entretient avec la styliste Keris Rogers, âgée de 13 ans. La publicité est en anglais.
et il y a des sous-titres, et les sous-titres coréens en l'occurrence ont poussé la société japonaise de vêtements à retirer le spot du pays au matin calme. Les téléspectateurs acquisent en effet la publicité d'oublier les horreurs de l'occupation forcée par le Japon à cause des sous-titres. Avant de passer à la suite, j'aimerais faire une parenthèse rapide pour les personnes n'étant pas au fait de la situation. À cause des agissements des Japonais lors de la Seconde Guerre mondiale, la Corée du Sud nourrit une rancœur exacerbée depuis des années contre l'archipel nippon. Ce dernier se doit de payer des subventions chaque année en guise d'excuses, mais malgré tout les relations se détériorent, et depuis peu un réel boycott des produits japonais et de mise en territoire coréen. Bien, reprenons. Donc dans le spot publicitaire, on demande à Apfel comment elle s'habillait à l'âge de 13 ans. Elle répond alors « Oh mon dieu, je ne me souviens pas de si loin » dans la version originale de la publicité. La ligne est traduite en japonais par « Pour ce qui est des choses du passé, je les ai oubliées ». Cependant, dans la version coréenne, la phrase est traduite par « Comment puis-je me souvenir alors que c'était il y a plus de 80 ans ?» De toute évidence, l'anglais original diffère. Cette traduction a suscité la controverse car en Corée du Sud, cette phrase est alors mise en parallèle avec les agissements de l'Empire du Soleil Levant sur le pays et à tout ce qui s'est passé au cours de cette période, comme le travail forcé et l'esclavage sexuel. La controverse sur les sous-titres a fait son petit bonhomme de chemin jusqu'aux chaînes de télévision sud-coréennes. D'après les accusateurs locaux, cette publicité montrant une femme de plus de 90 ans ne se rappelant pas de sa jeunesse serait en réalité un parallèle fait avec les femmes de réconfort coréennes et se sentent donc touchées au plus profond de leur traumatisme passé. Uniqlo Korea a alors retiré la publicité avant de déclarer « Nous ne comprenons pas vraiment pourquoi cette pub est controversée, mais il pourrait y avoir un malentendu. Nous pensons que le peuple coréen l'a trop interprété de cette façon. L'annonce n'a pas été conçue pour un pays spécifique, c'est une publicité mondiale. Les modèles sont de véritables designers et les sous-titres sont là pour mettre en évidence leurs différences d'âge. Il n'y a pas de connotation nationale ou historique. » Toujours en Corée du Sud, le géant Nexon est soudain à vendre. En 1994, Kim Jong-ju a fondé Nexon, le plus grand mastodonte de jeux de Corée du Sud. Il détient maintenant NXC, la société de portefeuille de Nexon, et met en vente la quasi-totalité des actions pour une valeur estimée à 10 milliards de dollars. Les raisons de cette vente subite sont encore floues, mais Kim aurait précisé qu'il était fatigué des nouvelles régulations du secteur et que d'actuels déboires légaux autour d'affaires de corruption ont brisé ce qui lui restait d'énergie et souhaite maintenant en finir avec tout ça. Il s'agit probablement là de la plus grande fusion-acquisition de l'histoire coréenne. Le géant chinois de jeux Tencent est considéré comme un prétendant potentiel. Plus tôt cette année, Kim a déclaré « Je ne transmettrai pas Nexon à mes enfants ». Il a également promis de donner environ 100 millions de dollars pour des œuvres caritatives, notamment en aidant les jeunes entrepreneurs et en construisant des hôpitaux. Chine, un café chinois peint des chiens pour qu'ils ressemblent à des pandas géants. Un café chinois est critiqué pour avoir littéralement peint des chiens afin de les faire ressembler à des pandas dans le but de se distinguer dans le marché ultra concurrentiel des pet cafés. Le café, situé dans la ville de Chengdu, au sud-ouest du pays, propose également un service de teinture pour les personnes qui souhaitent transformer leurs propres animaux en pandas. Il faut 1500 yuan chinois pour teindre un animal de compagnie à chaque fois, a déclaré le propriétaire. Il a ajouté que le colorant importé du Japon ne constituait pas une menace pour le bien-être des chiens. Ce n'est pas la première fois que les animaux domestiques ont été colorés pour ressembler à d'autres animaux en Chine. En 2016, les animaleries du sud de la province de Guangdong vendaient des chiens teints pour ressembler à des tigres miniatures, a rapporté le People's Daily. Surnommés Tiger Dogs, beaucoup n'auraient pas vécu plus d'une semaine après l'application du colorant. Hey, passons au hashtag now. En gros, on va parler d'événements et de choses à faire ou à voir si vous êtes au Japon ou en Asie en ce moment même. Et malheureusement, on va commencer par une news qui m'attriste particulièrement. Située à Kawasaki, la salle d'arcade Anatano Warehouse a été conçue pour ressembler à la ville intramuros de Kowloon à Hong Kong, anciennement lieu le plus densément peuplé de la planète. La salle, bâtie sur plusieurs étages, est l'une des plus inhabituelles au Japon. Ou plutôt été. Dans une notice récente, il est mentionné que la salle mettra la clé sous la porte le 17 novembre prochain, ce qui vous laisse moins de 3 semaines d'éclat dans une de mes salles favorites de tout le pays. La salle était ouverte depuis 2005 et la plupart de ses habitués ont reçu la nouvelle avec tristesse, espérant que le business soit repris. Il m'est personnellement en effet bien difficile d'imaginer ce qu'un tel décor puisse devenir s'il venait à disparaître. Les prix des vols reliant le Japon et la Corée du Sud tombent à 1000 yens. Les compagnies low cost ont réduit les prix des vols aller-retour reliant le Japon et la Corée du Sud à 1000 yens dans une tentative désespérée de pourvoir les sièges vides de leurs avions suite au conflit diplomatique entre Tokyo et Séoul. Entre autres le boycott dont je vous parlais plus tôt. Effectivement, les compagnies sud-coréennes de transport ont vu le nombre de leurs clients à destination du Japon s'effondrer depuis l'éclatement du conflit bilatéral l'année dernière et certaines liaisons aériennes entre les pays ont déjà été suspendues. Pour ce faire, quitte à ne pas être rentables, les compagnies de transport préfèrent favoriser leur présence avec des bas prix afin de garder leurs créneaux de départ et d'arrivée dans les aéroports japonais. En effet, si vous ne rapportez pas assez de sous, alors les aéroports vont logiquement vous retirer des slots pour votre flotte. Ainsi, la société exploite un site web appelé ENA qui propose principalement des billets d'avion à prix avantageux. Normalement, les prix les plus bas pour les vols aller-retour entre Osaka et Séoul sont de 6000 à 7000 yens, mais ils coûtent maintenant 1000 yens à Air Séoul et 1200 yens à E-Star Jet.
2 sociétés sud-coréennes. Si vous envisagez de vous rendre en Corée du Sud, le moment est venu, a déclaré Yukinori Toyama, employé de la compagnie de voyage Air Plus Co. C'est parti pour le hashtag en bref, on va survoler très rapidement les news qui ont retenu mon attention cette semaine mais qui ne sont pas pour autant importantes à développer. Apparemment cela reste à confirmer, mais le comédien Yoshifumi Tokui a été démis de ses fonctions purement et simplement de Terrace House. Tokui a été accusé de ne pas avoir déclaré ses revenus provenant de son entreprise unipersonnelle, totalisant plus de 100 millions d'yens d'impayés sur une période de 3 ans. Dans la suite, au fur et à mesure que l'on approche de sa sortie officielle au printemps prochain, Super Nintendo World commence à sortir de toutes parts d'Universal Studios Japan. La future partie du parc représentant l'univers de Big N se montre alors depuis la zone Harry Potter mais aussi Waterworld. G-Dragon, 31 ans, a accompli près de 2 ans de service militaire obligatoire et a été libéré de ses obligations au quartier général de l'armée sud-coréenne à Yongin, au sud-est de Séoul. Environ 500 fans chinois, japonais et asiatiques, dont certains ont passé la nuit devant la base militaire par temps froid, se sont réjouis de la sortie du chanteur du bâtiment vers 8h du matin. Le nombre de résidents étrangers légaux au Japon à la fin du mois de juin a augmenté de 3,6%, passant à 2,83 millions, a annoncé vendredi l'agence des services de l'immigration. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine. J'ajouterai juste pour les quelques touristes sur place actuellement, rappelez-vous que les règles pour Halloween cette année à Shibuya ont changé suite aux incidents de l'année dernière et il est interdit de boire en dehors des lieux prévus à cet effet. En gros, les beuveries sur les pavés, c'est plus permis. J'espère que vous avez apprécié cette revue de presse, n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos catégories favorites, si je devrais m'attarder sur d'autres ou au contraire couper court. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée informative, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et nous on se retrouve pour une prochaine revue de presse dans une semaine et certainement un nouvel épisode de Temaki pour un autre jour. Allez, des bisous et à bientôt.